Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Hey, salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Le podcast immobilier qui ne parle pas d'immobilier tant que ça. On veut plus parler des personnes qui sont derrière les blocs. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Charles Goyesh, qui est en fait un investisseur immobilier, quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est quand même actif pas mal sur les réseaux sociaux. On voit ses exploits, Jean-Charles qui joue un peu du marteau, après ça, qui achète un immeuble avec des partenaires. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je pense qu'il s'amuse avec une pelle mécanique. Le surlendemain, c'est d'autres choses. Ça, c'est un gars vraiment, tu vois, qui est multitâche, un peu comme mon idole de jeunesse, Squidly Diddly, la pieuvre, tu sais, qui avait comme 8 bras. Là, il fait plein d'affaires en même temps. Il fait bien en plus. Salut Jean-Charles. Salut Guy, merci. C'est une première de me faire introduire en étant comparé à Squidly Diddly. Je salue mes parents qui vont être très contents de l'entendre. Hey, toi, tu devais être un gars assez actif quand tu étais tout petit, tout jeune. Oui, ben, tu sais, de TDAH, là, vraiment depuis toujours. Fait que, tu sais, l'énergie, la créativité, là, ça vient vraiment de ça, finalement. Moi, j'ai tout le temps été très actif. Fait que ouais, c'est sûr que je n'ai fait vivre de toutes les couleurs à mes parents, ça, c'est certain. Mais là, vous étiez combien là, chez vous? T'es-tu enfant unique? J'ai un petit frère. J'ai un petit frère qui a 3 ans de différence avec moi, qui est beaucoup plus pragmatique, focus. Là. Tu sais, on est vraiment deux personnalités différentes, par contre. Oui, c'est ça. Ben, c'est souvent le cas, hein? C'est souvent le cas, le deuxième, ou le pauvre deuxième qui est pris entre le 2 et le 3. Fait que là, ça s'est arrêté à 2. Ben écoute, c'est bien correct, mais on partage tout. Tu sais, dans le fond, quand on est, t'as 3 enfants. Je n'ai 4 biologiques, famille recomposée, donc 6 au total. 6. Donc 6, puis là, c'est ça un peu. En fait, je voulais vraiment commencer par l'aspect famille. Tu sais, on n'en parle pas souvent de ça. Souvent, les entrepreneurs, ils ne se posent jamais en compagnie des enfants, de la conjointe. On dirait qu'ils mettent ça dans le garde-robe, tu sais, ou ils mettent ça à part, puis c'est comme, non, c'est moi, moi, je fais tout, personne derrière moi. Alors que c'est tellement pas vrai. Non, c'est sûr que pour moi, il y a un... Ben, c'est bien que tu poses la question parce que oui, moi, je trouve qu'il y a vraiment un rapport important à l'équilibre, important à l'énergie que les enfants ou la famille nous offrent. Tu sais, encore hier, j'ai été manger avec mes parents. Tu sais, mes enfants, ils sont... Bon, là, il y a beaucoup d'écoles à la maison avec la pandémie. Donc, tu sais, oui. On a vraiment tissé des liens très importants avec les enfants. Pour moi, la famille, c'est ce qui m'énergise. C'est ce qui me rééquilibre avec la vie de fou des blocs, puis l'immobilier, puis les employés, puis etc. Donc, oui, moi, je suis vraiment pro moment de qualité en famille. Et pourquoi le cacher? Tu sais, ultimement, c'est pour eux, là, c'est le grand why. Tu sais, pour moi, c'est eux ma lettre motive, ultimement. Là. C'est ça. Moi, le why, justement, le fameux pourquoi je me lève le matin, c'est ça? Absolument. Est-ce que ton why a évolué au fil des années? Évoluer, oui, ben oui, c'est certain. Il évolue, tu sais, étant jeune, c'était le succès ou les performances ou l'argent ou tu sais, c'était beaucoup plus ésotérique, là. Ouais. Je dirais avec le temps, c'est beaucoup plus le plaisir, le bonheur, le sentiment d'accomplissement. C'est vraiment plus intrinsèque ou plus peut-être plus terre à terre, le why, qu'à l'époque, c'était beaucoup plus je veux être le numéro 1. Mais pourquoi tu veux être le numéro 1? Pourquoi tu veux gagner? C'est peut-être la deuxième question qu'on se posait pas nécessairement, en tout cas que je me posais pas nécessairement à l'époque, que là, je pense que c'est plus la raison derrière ça qui me motive beaucoup plus aujourd'hui. Ouais.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a beaucoup d'écrits qui ont été produits là-dessus, mais tout le monde n'a pas la même, tout le monde n'a pas la même façon de le vivre. C'est un peu comme, ça me fait penser, tu as beau lire un livre, dans le fond, c'est ce que tu vas faire de ce que tu as peut-être appris dans ce livre-là qui va faire la différence. Un peu comme les réunions de vente. J'appelle ça les réunions de vente, là, où on sort de là gonflé à bloc, puis finalement, le ballon se dégonfle, puis là, Ouais. finalement, ton white n'est peut-être pas si important que ça, ou c'est difficile de. C'est une réflexion parfois qui fait mal. Savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Oui. Toi, je comprends que, tu sais, au fil du temps, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Je t'ai connu comme, en premier, je t'ai connu créateur. Créateur entre autres, derrière le Immopreneur. Le logo Immopreneur, hein, le site Immopreneur, on va en parler, là. C'est pas, parce que moi, je suis fier de ça. À cause Oui. que, n'en demeure pas moins que quand j'ai écrit mon livre en 2017, qui était une adaptation d'un livre français, mon ami français, il écrivait Immo-preneur. Tu sais, était vraiment, puis je pense que les premiers en Europe qui ont utilisé un terme, c'était les Allemands, parce que Immopreneur, en allemand, ça veut dire exactement la même chose que nous. Quelqu'un qui applique les préceptes, les concepts de l'entrepreneuriat à l'immobilier. Donc, ne fait pas ça juste comme pour le fun, le dimanche, en dilettante, comme on pourrait dire, mais qui le fait vraiment d'une façon appliquée. Puis, à un moment donné, JF, toi, moi, on jase, on parle pas jase, beaucoup avec JF, et ça a donné lieu à Jean-Charles, le créatif, qui crée ce logo-là, on s'en souviendra. Oui. Ben, ça c'était décliné dans différentes avenues. On avait l'événementiel, on avait le volet vraiment nouvelle. Ça, c'était vraiment vraiment un cool projet. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir là, tout ensemble avec ça. Ouais. C'est vrai. Puis, tu sais, dans le fond, le succès, on l'a à tout âge. Hein? Ça se peut qu'en première année, en français, tu as eu 100%. Là, ta mère, ton père, tu es bien fier de toi. Puis, vu que ton petit frère, ça n'a pas encore écrit, lui aussi, tu es fier de toi parce que tu avais une avance sur lui. La première fois que tu te rappelles d'avoir connu un succès, tu t'es dit, là, waouh, là, je suis fier de moi parce que j'ai vraiment réussi quelque chose. Est-ce que c'est un souvenir qui te revient, ça? Un premier succès pour moi, je vais le mettre directement à l'entrepreneuriat parce que, tu sais, j'ai des succès là, sportifs étant un petit peu plus jeune, mais le premier grand succès pour moi, c'était lorsque à 12-13 ans, j'avais une petite compagnie de gazon, tu sais, de taille de gazon, tu sais, avec un trailer en arrière de mon BMX, de mon vélo, puis et j'ai eu le contrat du propriétaire du IGA de mon village. Ben, le village. Aujourd'hui, c'est Vaudreuil-Dorion, c'est rendu énorme, mais à l'époque, c'était quand même plus petit. Puis Pierre Patry, on le salue, là, le propriétaire du IGA m'avait donné le contrat de gazon chez lui. Puis tu sais, c'était un gros employeur, là, tu sais. Puis là, j'avais démontré mes compétences assez fort pour être en mesure d'être choisi par un des gros employeurs de la ville. Donc, ça tu sais, d'un point de vue entrepreneurial, c'était un de mes premiers succès que je me rappelle avoir vraiment eu un sentiment vraiment un sentiment de satisfaction là, qui était attaché à ça. C'est ça, de savourer là, quelque chose. Ouais. Absolument. Ah, OK. Bon, ben, c'est cool, ça. Écoute, là, je comprends que dans ce temps-là, tu étais entrepreneur solo. Ouais. Non, mais je dis ça, mais c'est pas vrai parce que j'allais dans des camps d'été, hein, comme tout enfant, et j'assurais mon intérim par un jeune voisin qu'aujourd'hui a joué dans la Ligue nationale. On va le saluer, Simon, Danny Pépin, qui est devenu un joueur de hockey évrite. Mais c'était mon backup. C'était lui, il couvrait mes 2 semaines de camp, puis les camps, je pouvais pas quand j'avais trop de gazon. Non, j'ai tout le temps eu le côté là, rassembleur, puis équipe, là, tu sais, team worker, là, pour moi, ça a tout le temps été vraiment important, même quand j'étais plus novice, disons. C'est bon, ça. Fait que oui, effectivement, on le salue. Tu sais, dans le fond,
ça nous amène en fait à parler de partenariat. Tu sais, ce qu'on voit que dans les dernières années, tu as été très, très actif. On pourrait peut-être commencer à parler de Rebelle. Oui. Rebelle Hôtel, c'est une société que j'ai fondée avec ma femme, avec ma conjointe. Ça fait maintenant, on va célébrer nos 3 ans au mois de mars. Okay? Donc, la Constitution. Mais depuis 2 ans, on est vraiment, vraiment actifs. On est pluripartenaire. Hein? On fait plusieurs partenariats dépendamment des types d'actifs. Rebelle Hôtel, c'est une société mère. Il y a différentes filiales. On a 4 compagnies là, qui font différents types d'activités là, dans différents secteurs de l'immobilier. Mais oui, les partenariats pour nous, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment important. Tu sais, c'est l'oxygène dans une business d'immobilier. Donc, c'est certain que c'est un incontournable, ça. Mm-hmm. Absolument. Tu sais, regarde, pour ceux qui nous écoutent, là, ceux et celles qui nous écoutent, tu sais, partenariat, ça, c'est un mot un peu générique. En pratique, quels sont, on va dire, les critères, là? Exemple, on va se placer dans une vraie situation, OK? Vous ou tu repères une opportunité et ça commence par ça. On dit, quand tu as le deal, après ça, tu trouves le financement, tu trouves les joueurs, etc. J'imagine que c'est pas mal ça. Non, non. Nous, ça, c'est. C'est quoi ton modèle? Parle-nous-en. Il y a deux, trois différents modèles, mais je vais répondre à ta question en premier, là, parce qu'il y a comme eu deux questions. Là. Les 3 critères, comment comment je trouve un bon partenaire, c'est souvent une expertise, des capitaux et qui ont quelque chose il y a quelque chose à apporter. Okay? Donc, oui, ils ont une expertise, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont le mettre sur la table, qu'ils vont amener un savoir-faire ou un jus de bras. Donc, pour moi, ça, c'est 3. Puis l'expertise n'est peut-être pas nécessairement directement liée à l'immobilier. Hein? Soit dit en passant, là, pour moi, une expertise, ça peut être très complémentaire, mais c'est dans un mindset, c'est dans une approche de résolution de problèmes qui peut être vraiment intéressant d'avoir un point de vue qui est teinté par un background ou une expertise qui est souvent à l'extérieur de l'immobilier. Donc, une fois que ça c'est dit, notre modus operandi, c'est ça? Oui. Notre modus operandi, c'est on s'entoure de personnes gagnantes. Okay? Donc, un partenaire on se manifeste ensemble. Là. Il y a rencontre d'un partenaire et on a déjà des partenaires établis. Et quand on a un actif qui est présenté devant nous, on le présente au meilleur partenariat, où le partenariat va être le plus performant finalement. Donc, Guy, toi, tu aimes beaucoup le développement résidentiel. On en a fait ensemble. Mais je n'irai pas te présenter un chalet à louer, là, ou un hôtel, ou un bloc, un sixplex. Tout ce que tu aimes, c'est développer. C'est un développeur. Donc, c'est dans cette grande approche-là qu'on met le bon projet avec la bonne personne, avec le bon fonds, finalement, la bonne approche de financement. Comme le Tinder de l'immobilier, finalement. Oui, je suis le Tinder de l'immobilier. Mais ça, c'est bon. J'aime ça, la façon un peu inverse. Tu sais, on dit, c'est pas nécessairement. Donc, ça veut dire que le deal peut être, ou l'opportunité peut être apportée par quelqu'un d'autre qui éventuellement deviendra un partenaire dans le projet. C'est ce que je comprends? Ça peut. Ça peut. Habituellement, moi, je suis vraiment l'apporteur d'affaires. C'est vraiment mon expertise ou ma spécialité. C'est de trouver des deals. Donc, la prospection. La prospection, le développement de concepts ou le développement d'opportunités. OK? Donc, ce volet-là, c'est vraiment, ça m'appartient, ultimement. Je suis ouvert à d'autres approches, mais je connais très, très, très bien l'inventaire dans les marchés où je me développe, finalement. Donc, ça, une fois que ça c'est dit, ça ne veut pas dire que j'ai les bons joueurs pour le bon projet en poche. Donc, du moment qu'on a un bon projet, là, on développe un peu le persona idéal qui pourrait être les joueurs parfaits pour performer autour finalement de ce projet-là. Okay. Donc, c'est là qu'on cogne à des portes. Hey, voici le projet.
Voici tes rôles et responsabilités. Voici ton implication. Qu'en penses-tu? Ah ben oui, on a eu 2 succès ensemble, Jean-Charles. Ouais. Tu sais, c'est sûr que notre famille de partenaires là, sont toujours priorisés. Mais ils ont des limitations. Il y en a qui ont des limitations par le territoire, il y en a qui ont des limitations budgétaires, il y en a qui ont des limitations par le temps, il y en a qui ont des limitations par les types d'actifs. Et il y en a aussi qui ont des limitations par le fait qu'ils sont d'excellents exécutants, mais au niveau de la créativité, création de valeur, ils ne l'ont pas. C'est pas un défaut, c'est juste qu'ils sont performants dans autre chose. Mm-hmm. C'est un peu comme ça, c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que toi, tu vas, exemple, prospecter, soit de façon passive parce que quelqu'un va te l'amener à toi, ou encore active parce que toi, tu vas chercher, j'appelle ça aller chercher la bête, là, ouais. Puis la ramener. Et parfois, exemple, changement de vocation, changement de zonage, on achète quelque chose, on passe l'appel dedans, puis on construit d'autres choses. Donc, une création de valeur, regarder dans la direction où les autres ne regardent pas pour trouver ce que les autres n'ont pas vu ou ni trouvé. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Là. Nous, on fait beaucoup de redéveloppement. C'est vraiment un credo. C'est vraiment d'un naturel pour nous. Là. Okay, c'est le redéveloppement, soit comme tu l'as nommé, là, le changement d'usage, de zonage, de vocation. C'est vraiment notre tasse de thé. Ça exige beaucoup de gestion documentaire, beaucoup de gestion de l'information, beaucoup d'approches juridiques. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expertise qu'on a développée à l'interne chez Rebelle Hôtel, ce qui fait qu'on mène nos projets à terme. C'est ce qui désiste beaucoup de gens. C'est ce qui fait que les projets complexes sont pas observés par beaucoup de gens, finalement. Oui, ben le monde aime ça, la facilité, mais la facilité, souvent, elle coûte plus cher, puis parce qu'elle coûte plus cher, ça va faire comme « Ah, OK, je vais laisser tomber. » Je comprends aussi, puis c'est une excellente approche. Puis tu as bien raison de dire l'expérience que j'ai vécue, je suis consultant immobilier, puis que je vais chercher les permis, je contourne les difficultés, puis on s'entend très bien là-dessus qu'effectivement, les gens laissent tomber parce que c'est trop complexe. Ils ne veulent pas gérer ça. Puis aussi, notre patrimoine bâti, il est là et bien souvent, il est sous-exploité ou laissé à décrépitude ou quoi que ce soit. Puis heureusement qu'il y a des investisseurs comme vous qui voyez, une passion, potentiels ça. Et qui surtout prenez les risques. Parce qu'il y a de la prise de risque, de la gestion de risque dans tout ça. On ne va pas se le cacher. Mais c'est les bases de l'immobilier, la gestion de risque. Ouais. Là, ultimement, quand on est dans la finance, tout est un calcul de risque ou de ce point de vue-là. Nous, on est toujours dans des zones grises où le risque est calculé et réfléchi, mais est présent quand même. Oui, ça, c'est certain. On n'est pas dans le Ciplex. C'est pas ce qu'on fait comme actif. Jean-Charles, ça me fait penser que récemment, je lis des posts sur les médias sociaux où est-ce que il y a des redéveloppeurs, justement, là, qui mentionnent, exemple, ben là, ça faire, exemple, l'optimisation de cet immeuble-là devait, exemple, à la base, coûter 800 000, ça nous a coûté 1 800 000, puis comment est-ce que toi, dans ta vie quotidienne, la prime COVID, l'augmentation soit de la main-d'œuvre, des matériaux, la rareté de main-d'œuvre ou quoi que ce soit, vient affecter vos échéanciers ou encore vos budgets? Est-ce que ça a un impact significatif ou comment le gérez-vous? Je vais toucher du bois. On en a un peu ici. J'ai pas eu d'impact autre que des complexifiés, des enjeux complexes au niveau de l'approvisionnement. OK? Donc, au niveau d'aller trouver, je vais prendre Ikea parce que nous, tous nos actifs sont meublés. OK? Donc, on est très, on aime bien le style Ikea. Là. Pour nous, ça fit bien. C'est quand même quelque chose qui est accessible et abordable. Okay. Il y a eu beaucoup d'enjeux au niveau de l'approvisionnement chez Ikea. Donc, il fallait trouver des lits à Ottawa, aller à celui de Toronto, aller à celui de Québec, aller à celui tu sais, il y avait des enjeux au niveau de l'approvisionnement, mais j'ai pas eu vraiment des enjeux au niveau des délais ou au niveau des coûts, de l'explosion des coûts comme beaucoup de mes confrères. Donc, ça a été pour moi quelque chose qui a
on a été chanceux à ce niveau-là. Même les professionnels qui ont tourné autour de nous, notaires, arpenteurs, on a réussi à avoir, même les constructeurs, là, les grues, tout le monde, on a été vraiment choyés par notre entourage professionnel, n'avons pas subi les conséquences que beaucoup ont pu subir dans des chantiers. Est-ce que c'est parce qu'on paye bien? Est-ce que c'est parce qu'on est très respectueux? Est-ce que c'est parce qu'on planifie bien nos travaux? Est-ce que c'est possible, là? Quand on est bon, on est chanceux, qu'on dit, là. Donc, il y a un peu de ça, possiblement. Maintenant, je sais qu'il y a eu des catastrophes puis des impondérables pour beaucoup d'immopreneurs. Force est d'admettre que nous, on a été quand même épargnés. Je te trouve modeste parce que, dans le fond, dans les questionnements que tu soulèves, je crois qu'il y a peut-être des affirmations là-dedans. Et je crois que la recette du gâteau, vous l'avez. Si vous n'avez pas été affecté, dans le sens que quand tu as une équipe qui est fidèle, qui est loyale, la loyauté, ce n'est pas à sens unique, ça va dans les deux sens. Mm-hmm. Effectivement, que les délais de paiement sont respectés, la personne se présente. Je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment un respect parce que dans ces temps un peu difficiles, les fournisseurs sont plus indépendants que jamais. S'ils ne vendent pas à toi, bien évidemment, ils vont en vendre l'autre bord de la rue à ton compétiteur. Donc, on a intérêt à être poli, sans tomber à genoux et être têteux. Je pense que dans tes affirmations, il y a beaucoup de vérité. Puis je pense, comme tu dis, ça me fait penser à cette phrase qui dit plus je travaille, plus je suis chanceux. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font que... Puis ça, évidemment, on parlait de création de richesse tantôt, là. Et quand tu maintiens ton budget, bien évidemment, c'est sûr que tu viens de... Comme disait Benjamin Franklin, one penny saved is one penny earned. Donc, tout dollar qui est sauvé, évidemment, c'est un dollar de plus dans les poches du projet. Et lorsque tu fais ton refinancement, quoi que ce soit, évidemment, c'est sûr que ça vient te... Là, tu soulèves un bon point, Guy. Les refinancements SCHL bancaires, c'était quand même compliqué, par contre. Ça, les délais ont été... je vis pas, j'ai pas la tête dans le sable. Ça, je dois l'avouer, c'était une année extrêmement difficile au niveau des délais de refinancement. Ça a été... je ne retournerai pas le couteau dans la plaie, tout le monde partage ça. SCHL, on est dans les 5, 6, 7 mois pour des approbations d'assurance. C'était vraiment un fardeau lié directement à la pandémie, mais c'est ça. C'est à part de ça, là, pour ce qui est du reste, tout a été dit. Ouais. Bon, effectivement, puis tu sais, dans le fond du red tape, il y en avait, puis il y en a encore plus que jamais, puis c'est un bon point, ça me fait penser à une anecdote comme ça en passant. Régulièrement, c'est que tu appelles des fonctionnaires. Moi, c'est les fonctionnaires municipaux avec qui j'ai le plus de contacts. C'est drôle parce que tu appelles ou la personne te rappelle, puis là, tu entends le bébé qui fait blablabla en arrière, quoi que ce soit. Ils sont vraiment dans le confort de leur cuisine. On dirait, à cause de ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ramollissement dans la façon de travailler. Là, je vais le dire comme je le pense. Là. Je ne te dis pas que j'ai des preuves de ça, mais c'est le feeling que ça me donne. Puis, dans le confort de leur foyer, les décideurs ou les gens qui ont des dossiers travaillent un peu moins vite parce qu'ils ne sont pas sous surveillance. C'est la différence entre les employés et les entrepreneurs. Je pense je vais résumer ça comme ça. C'est mon opinion, je l'assume. Je l'assume, mais c'est effectivement, en tout cas, en espérant que ça prenne du mieux, tout ça. Jean-Charles, ta dernière lecture inspirante, parce que je sais que tu ne fais pas que du sport, tu ne fais pas que être un papa, j'en fais presque papa, plus, etc., avec ta conjointe et tout. Ta dernière lecture inspirante, est-ce que tu veux nous partager ça? Ma dernière lecture inspirante, j'en ai commencé une la semaine dernière qui est vraiment intéressant, qui est la grande saga SNC-Lavalin. Donc, toute l'histoire autour de ça, mais c'est un peu trop tôt pour partager. Là. J'ai peut-être juste une centaine de pages de lu. Mais la biographie de Lino Saputo, ça, c'est vraiment une bonne référence pour les entrepreneurs
les pluri-entrepreneurs, finalement, ou les entrepreneurs en série. C'est vraiment une excellente lecture. C'est un homme extrêmement passionné, extrêmement travaillant, avec beaucoup de sagesse au cours de sa vie. C'est une autobiographie, donc c'est ça, c'est un peu teinté de son vécu, de ses anecdotes. Ouais. Extrêmement savoureux. Je vous recommande c'est pas tout à fait lié à l'immobilier, quoique la branche immobilière qui était avec M. Borsellino, c'est Groupe Petra. Groupe Petra, on le sait, là, ils viennent d'acheter le 1000 de la Gauchetière tout dernièrement. C'est les hôtels, le Sheraton là-bas. C'est un fonds de plusieurs milliards, là, le Groupe Petra. Donc, M. Saputo a quand même réussi, même dans l'immobilier, dans le transport, dans le carton, dans la nourriture. Puis au final, c'est un entrepreneur immigrant, là, donc un jeune entrepreneur qui a commencé à 19-20 ans comme beaucoup d'entre nous. Donc ça, c'est vraiment inspirant comme histoire. Ouais. Bon, fait qu'elle va mettre sous l'arbre de Noël. Sinon, les 107 principes de l'immobilier de Guy Baillargeon, excellente lecture, je vous le recommande. Ben oui, édition 2021, revue et augmentée. Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais pour te booster ton énergie et pour te relaxer aussi? Pour me relaxer, je fais de la planification stratégique. Ça me relaxe beaucoup. Je me projette, j'aime ça. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais stratégiser. Comme juste être dans la grande planification stratégique, pour moi, ça, c'est vraiment confortable, ça relaxe, ça me monte où la route. Tu sais, je sais que ça a l'air paradoxal parce que c'est comme un peu apparenté au travail, mais c'est extrêmement relaxant pour moi d'être dans la grande planification, d'être dans la grande vision de notre société, tu sais. Puis, ce que je fais sinon comme ma passion, une de mes passions, là, je dois l'avouer, c'est l'architecture des châteaux. J'aime visiter des châteaux, tout ce qui apparente au patrimoine bâti, que ce soit canadien ou québécois, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je lis beaucoup sur ça. On visite, nos voyages sont souvent teintés là, des premiers hôtels canadiens là, avec les railways et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Ah, ouais, ça, c'est bien, ça. C'est très bien. Ça me fait penser, quand tu dis que tu stratégises, est-ce que ça serait pour, en fait, coucher sur papier ce que tu aurais, sinon, comme charge mentale, parce que tu ne fais que penser à ça, de la bonne façon. Puis là, en le couchant sur papier, ça vient diminuer. Ça vient t'apaiser, en fait, en disant « Ah, ben voilà, tu sais, un peu comme, en fait, ça ne serait pas ton petit côté créateur qui refait surface, mais… » C'est une forme de création. Oui, c'est une forme de création. C'est pas nécessairement m'enlever les choses de la tête. Je suis très… je suis beaucoup dans la planification. Donc, dans tous les cas, c'est pas comme j'ai pas des choses qui émergent nécessairement que j'oublie d'écrire ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, ça va quand même bien à ce niveau-là. Mais non, c'est beaucoup plus au niveau de la grande vision, du grand chemin. Oui. Tu sais, Guy, où vas-tu être dans 10 ans? Oui. Puis ultimement, c'est quoi le chemin? Qu'est-ce que tu visualises? Tu sais, un athlète visualise sa course, là, il se voit jusqu'en bas, puis il ferme ses yeux en haut de sa gate, là, tu sais, un skieur de fond là, va se mettre dans sa position, puis il visualise ses drapeaux, puis tic-tic. Moi, c'est un peu la grande vision, ultimement. Tu sais, où va être stratégie immobilière Rebelle Hôtel dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? J'aime ça me projeter. J'aime ça vraiment être dans le micro, dans la visualisation, avec les enfants, avec la maison, tu sais, d'être dans la grande planification. Ça me détend, ça me nourrit. Puis c'est probablement une forme de créativité. Ouais. Ouais, bon, tu vois, hein? Je pense que. En fait, moi, c'est ce que je voyais. Hein? Comme un peintre. Oui, effectivement. Ben oui, dessine ta vie. Dessine ta vie. Ben, je trouve que tu le fais très bien. Écoute, peut-être, tu sais, un gars d'expérience comme toi, peut-être une ou deux choses tu sais, que tu pourrais donner comme petit truc à quelqu'un qui peut-être manque de confiance, manque d'expérience, débute, ne sait pas comment se lancer
dans ces temps peut-être un peu incertains, là, ça serait quoi peut-être les 2 petits nuggets, là, 1 ou 2 que tu pourrais m'envoyer comme ça? La première pépite va être de se former, évidemment, de s'éduquer, de vraiment s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, de se faire en sorte qu'on a un écosystème, autant de connaissances que de contacts, extrêmement puissant pour arriver à ces projets. Mais la vraie pépite, là, la vraie pépite, là, c'est de foncer sur quoi qu'on a peur. De tout miser sur l'enjeu le plus audacieux, de viser gros, finalement. D'être très focus sur quelque chose. Oui. Tu sais, on entend souvent, puis c'est un peu galvaudé, là. Sors de ta zone de confort, fais quelque chose fais quelque chose que tu n'as pas fait avant pour avoir des nouveaux résultats. Tu sais, on les connaît là, un peu, ces dictons-là. Puis ça me... Je le ramènerais, puis vraiment plus précisément à dire, fais des choses audacieuses. Plus gros que ce que tu penses que c'est gros, c'est pas encore assez gros. Tu veux des siplex, pourquoi c'est pas un 36 que tu regardes? Oui. Tu regardes des 36, pourquoi c'est pas un 150 que tu regardes? Oui. Tu veux des chalets locatifs, pourquoi c'est pas des hôtels? Tu veux un hôtel en région, pourquoi c'est pas au centre-ville de Montréal? Oui, c'est ça. OK. Sors de, tu sais, le plus gros que... Parce qu'on perd notre temps à prendre du temps avec des petites choses. On le perd, ce temps-là. C'est du temps qu'on ne peut pas récupérer. Non, non. Puis les grosses choses, c'est tellement d'apprentissage, c'est tellement énorme comme apprentissage que l'évolution ou le développement de compétences est fulgurant. Puis ça, c'est le conseil que je donne à mes enfants. C'est, tu sais, les Legos de 6 ans, ça a 127 morceaux. Ouais, on va prendre un Lego de 12 ans, mon homme. Ouais. C'est pas grave si c'est pas facile. C'est normal, en fait, que ça soit pas facile. Ça devrait pas être facile. C'est ça. Très bien dit. Très bien dit. Puis, écoute, ça, je trouve que comme conseil de la fin de notre entrevue, puisque l'entrevue tire déjà à sa fin, je trouve que ça ne pouvait pas mieux tomber. Écoute, Jean-Charles, je te remercie beaucoup pour ta générosité d'avoir partagé avec nous ce moment de ton quotidien fort occupé. Et, vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Consultant immobilier. Cet autre épisode, ensemble, on va plus loin, le podcast immobilier.